Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, le port du masque n'est plus obligatoire dans les entreprises, les commerces, les établissements scolaires ou encore les administrations. Vous pouvez donc enlever le masque depuis ce lundi. Alors comment les Vendéens ont-ils réagi à ce changement? Écoutez ces quelques réactions recueillies à La Roche-sur-Yon par Grégoire de Châtillon. C'est un vrai soulagement en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Mais ouais, ça fait du bien de revoir les visages, les sourires. Oui, c'est très agréable et on avait hâte. Ouais, vraiment, de pouvoir faire les choses simplement et pas se cacher derrière nos masques. C'est notre enseigne en fait qui nous a conseillé de continuer à le porter. Donc pour nous en tant que salariés et puis par contre pour les personnes qui entrent dans le magasin, c'est au choix. On aimerait l'enlever, on a envie de l'enlever, on l'enlève dès qu'on le peut. Maintenant par respect pour la clientèle et pour les directives, on le garde. Et le pass vaccinal n'est plus demandé dans les lieux où il était requis jusqu'à présent. Le pass sanitaire, lui, continue d'être appliqué à l'entrée des établissements de santé. En Vendée, l'actualité a été marquée cette semaine par de nombreuses réunions concernant la crise de l'influenza aviaire. L'une d'entre elles s'est tenue à la Cavaque à La Roche-sur-Yon ce mercredi. Pour les éleveurs vendéens, la situation devient difficile à gérer. Plus de 200 foyers ont ainsi été recensés. La moitié des communes vendéennes sont touchées. Des millions de volailles ont ainsi dû être abattues depuis début janvier. Reportage Pierre Dalicieux. Des mines graves, les traits tirés pour certains de ces éleveurs, ici en réunion de crise. Depuis plusieurs semaines, la grippe aviaire fait des ravages comme jamais sur le département. Je suis éleveur et entre autres éleveur de volailles depuis 38 ans et c'est du jamais vu dans notre secteur. On a eu le cas dans le sud-ouest. Pour vous situer, c'est vrai que le sud-ouest, au niveau des volumes, actuellement ce qu'on est en train de vivre, c'est 3 fois le volume, voire 4 fois le volume du sud-ouest, au niveau des impacts. Donc les dégâts au niveau des élevages sont immenses et les dégâts collatéraux sur toutes les entreprises. Un virus qui se propage à une vitesse impressionnante. Depuis le début de la crise, 550 élevages vendéens ont été touchés, soit un tiers des exploitations du département. Des exploitations qui sont obligées d'abattre leurs animaux par mesure de prévention. Une situation souvent traumatisante pour ces exploitants. À la place d'un éleveur, psychologiquement c'est dur parce qu'un éleveur n'est pas pour... Quand on voit ces animaux mourir, c'est pas plaisant, c'est pas notre travail. Le groupement, les organisations sont là aussi pour nous aider. On peut aussi faire des demandes de trésorerie à l'instant T, en attendant les aides de l'État. L'aspect financier aujourd'hui, je dirais, c'est pas ce qui nous met en détresse. Ce qui nous met en détresse, c'est déjà la mortalité sur nos animaux. Une crise qui ne concerne pas que les éleveurs. Environ 8000 emplois sont concernés sur le département. Des discussions avec les services de l'État sont en cours pour indemniser l'ensemble de la filière. Et puis autre crise pour les professionnels vendéens, celle de la hausse des prix du carburant. Face à l'augmentation du litre de gasoil, les pêcheurs vendéens se sont mobilisés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au Sables-d'Olonne. En milieu de semaine, le port des Sables a d'ailleurs été bloqué. Et malgré les annonces du gouvernement faites dans le cadre du plan Résilience dévoilé ce mercredi, les professionnels de la pêche ont continué de protester. Et Pierre Dalicieux était à leur côté ce jeudi. Regardez. C'est l'ensemble des pêcheurs des Sables-d'Olonne qui sont à l'arrêt depuis 2 jours. Je suis avec le patron, un patron pêcheur, donc Anthony Morin. Bonjour, vous avez 17 salariés. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est le prix du gasoil carrément qui nous impacte vraiment sur nos entreprises. Moi, il y a 15 jours de ça, je faisais mon plein, ça me coûtait 12 000 € simplement pour ma paire de pélagique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et là, en ce moment, il me coûte 20 000 quoi. 20 000 €. Quoi. On comprend bien que c'est difficile. En gros, aujourd'hui, vous sortez, vous perdez de l'argent, c'est ça c'est même pas perdre de l'argent, c'est que le seuil de rentabilité, il est dépassé. Donc on y va, on n'est même pas sûr de sortir un salaire pour nos gars. Avant, avec un gasoil à 60 centimes comme on avait, là, on l'a eu depuis un petit moment, moi, il fallait que je mette 30 000 € pour sortir un salaire à mon équipage sur la table. Maintenant, avec 20 000 € de gasoil, c'est plus 30 000, c'est 50 000 qu'il faut. Donc des bateaux, des entreprises qui ne sont plus rentables aujourd'hui. L'État a proposé une aide de 35 centimes d'euros par litre de gasoil pour les pêcheurs. Vous n'êtes pas content aujourd'hui Mais pas du tout, on est en réunion, on sort de réunion avec le préfet de Vendée à l'instant, avec nos responsables. Et en fin de compte, c'est pas une aide directe comme ça l'a été annoncé hier par M. Castex, c'est une aide sociale. C'est une diminution des charges.
Donc ça va passer, ça va être, c'est diminuer le salaire des gars, parce que nous à bord des bateaux, on a un salaire à la part. Donc ça va des catégories de 4e catégorie jusqu'à 10, 11, 12e, mais les gars ne sont pas payés pareil. Ça va créer des tensions à bord, c'est ça? Tout à fait. Il y a le gars, il y en a un qui va gagner 500 €, puis l'autre va en gagner 300. Simplement par rapport aux charges. Les gars n'ont pas les mêmes charges. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux pêcheurs, au gouvernement? Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Un prix, vous avez dit un prix fixe, c'est ça, de gasoil? C'est assez clair ce que vous demandez. Hein. Ah oui, ce qu'on voudrait, c'est, on a fait des calculs avec nos centres de gestion, les comptabilités, enfin les centres de gestion qu'on a en comptabilité, et le seuil de rentabilité pour tous les bateaux, c'est 65 centimes. Ce qu'on veut, c'est 65 centimes. C'est tout. On ne veut pas d'aides qui ne sont pas eurocompatibles et tout ça. Il y a le problème du gasoil, mais après il y a le problème des quotas. Donc là, le mouvement qui se passe, il n'est pas paré de s'atténuer si l'État met pas ce qu'il faut pour le faire. Justement, donc on le voit derrière, hein, le brasier qui a été allumé il y a 2 jours maintenant n'est pas prêt de s'éteindre puisque les pêcheurs nous l'ont confirmé. Le mouvement ne s'arrêtera pas tant que le gouvernement n'aura pas répondu à leurs revendications. Toujours au Sables d'Olonne, Olivier Véran, le ministre de la Santé, était justement en déplacement en Vendée ce lundi. Il a inauguré le 4e centre de soins non programmé du département après La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Luçon. Ce centre avait par ailleurs ouvert ses portes le 1er mars dernier. Objectif de ces structures, désengorger les services des urgences en répondant aux besoins médicaux non urgents. La Vendée est un des territoires dans lequel nous avons fait le choix d'expérimenter demain le service d'accès aux soins. Et ce que nous visitons aujourd'hui, c'est une préfiguration de ce que sera ce service d'accès aux soins. La responsable très dynamique me disait tout à l'heure qu'elle espérait peut-être 10 à 15% de patients en moins aux urgences à terme, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle. C'est une fierté en effet du travail accompli par la communauté, mais nous ne reposerons pas sur nos lauriers parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur les soins dentaires, puisqu'on aimerait ouvrir aussi un centre de soins non programmés dentaires au sein du centre Françoise Barré-Sinoussi, et en matière aussi de suivi des patients sans médecin traitant pour pouvoir assurer leur suivi chronique, puisqu'ici nous ne sommes là que pour les soins urgents et pas pour les renouvellements d'ordonnances, juste comme ça. C'est un nouveau travail qu'on entame, et tout le travail de prévention aussi sur lequel la communauté travaille, et le parcours de soins entre ville et hôpital. Toujours à propos de santé, focus sur la prévention des violences sexuelles. Selon le Conseil de l'Europe, 1 enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. À La Roche-sur-Yon, des échanges viennent d'avoir lieu dans les locaux du lycée des Établières pour mieux comprendre la nature de ces violences et leurs conséquences sur les victimes. Les médecins ne posent pas la question des violences sexuelles. En tant que sage-femme, on ne nous apprend pas non plus à poser la question de « avez-vous été victime de violences sexuelles dans votre enfance, adolescence ou vie de jeune adulte ?» Il faut poser cette question-là. Il faut que ça fasse partie du questionnaire de base des médecins et des sages-femmes. Oui, les hôpitaux sont pleins de pathologies consécutives à des violences sexuelles, en neurologie pour les dépressions, pour les tentatives de suicide, mais aussi en gynécologie, en obstétrique, mais aussi en oncologie, parce qu'on sait que ces violences sexuelles vont induire des taux de cortisol, de noradrénaline et d'adrénaline très très forts dans le corps en permanence de façon récurrente, c'est-à-dire toutes ces hormones de stress, et ça va venir altérer les organes. Dans tous les services des hôpitaux aujourd'hui, on doit pouvoir parler de santé sexuelle, on doit pouvoir parler d'antécédents de violences sexuelles. Solidarité à présent, selon l'ONU, plus de 3 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, il y a désormais plus de 2 semaines. Parmi eux, Irina et ses 2 enfants, ils sont arrivés en Vendée il y a quelques jours et sont hébergés à Soulan, dans une famille d'accueil en lien avec l'association Vendée-Ukraine. Rencontre signée Alix Lanos. Nous allons manger bientôt, êtes-vous prêts? Yes. Yes? Okay, good. Heureusement, le téléphone est là pour faciliter la communication. Cela fait déjà 8 jours qu'Irina et ses enfants, Maria et Markian, sont arrivés d'Ukraine, et plus précisément de Lviv, une ville située à l'ouest du pays. Cette professeure d'ukrainien à l'université n'a pas beaucoup hésité, malgré l'angoisse de tout quitter. On avait très peur. On a pleuré toute la nuit et puis au matin, on a finalement décidé de faire nos sacs pour partir. Après 2 jours et 2 nuits de bus, ils sont arrivés épuisés mais soulagés à Soulan. Tout juste retraité, Hervé n'a pas hésité à se proposer comme famille d'accueil. Dès que j'ai eu connaissance de la situation et
qu'il pourrait y avoir des réfugiés, je me suis toujours tout de suite porté volontaire pour éventuellement l'accueillir. Et j'avoue que personnellement, ça a fait du bien. Dimanche soir, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque je me suis couché, j'étais plus heureux que le matin, parce que j'avais vraiment l'impression d'être utile à quelque chose. Alors ici, le quotidien se réorganise. Irina continue de donner des cours en visio, les enfants font du vélo, mais pour tous, l'inquiétude est grande. Le mari d'Irina est, comme tous les hommes, resté en Ukraine pour défendre le pays. Mon papa me manque. Je remercie beaucoup la France, mais j'ai hâte de retourner en Ukraine. We are very thankful. On est vraiment très reconnaissant. Reconnaissant envers Hervé, reconnaissant envers la France, les Français et l'association Vendée-Ukraine. We try to be optimistic. On essaie d'être optimiste, on espère et on y croit. We hope that, on espère que nous retournerons bientôt en Ukraine. Chaque jour, toute la famille a les yeux rivés sur les informations. Jusqu'ici épargnés, les bombardements se sont ce week-end rapprochés de Lviv, rendant encore plus dur l'exil de la famille. Personne ne sait combien de temps la guerre va durer. Hervé et sa femme sont de toute façon prêts à garder Irina et ses enfants aussi longtemps que nécessaire. Et puis autre témoignage cette semaine, celui de Ginette Kolinka. Elle aussi a connu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Elle a même survécu au camp d'Auschwitz. À 97 ans, elle continue de témoigner dans des établissements scolaires. Il y a quelques jours, elle a pu raconter son histoire et échanger avec des élèves du collège Michel Ragon de Montaigu-Vendée. On a tué des bébés, on a tué des enfants, on a tué on a tué 6 millions de personnes dans le monde parce qu'on était juifs. Je ne pensais pas à ce que ce soit aussi méchant, étant autant de haine envers des humains. Comment ils les traitent d'une manière de les faire marcher super longtemps et comment ils dorment, comment ils sont aux toilettes, les douches et comment ils sont tués à la fin aussi. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont entendu ce que j'ai dit. Je sais ce que je leur ai dit sur la haine. Et j'espère qu'ils y penseront. Et ce que j'espère qu'ils penseront aussi, c'est quand ils auront quelqu'un à côté d'eux qui n'est pas de la même religion qu'eux, de la même couleur de peau qu'eux, eh bien, ils ne le prendront pas de haut en disant « il ne vaut rien, il n'est pas comme moi ». On termine cette hebdo avec la cérémonie des Vendéens et Vendéennes de l'année. Elle s'est déroulée jeudi soir à La Roche-sur-Yon, un événement organisé tous les ans par l'antenne lyonnaise de la Jeune Chambre économique. Elles sont récompensées cette année le réalisateur de court-métrage Théo Jamin dans la catégorie Avenir, Marie Minier avec son entreprise Poppins Ops pour la gastronomie, et Clément Pellouard et sa brouette Drive pour le développement durable, et enfin le skipper Benjamin Dutreux pour le sport. Écoutez. Ça fait plaisir parce que du coup en tant que Vendéen, c'est un titre important à rajouter dans l'étagère. Et non, je suis surtout très content d'avoir vu tous les projets variés qui émergent en Vendée, et notamment beaucoup de projets autour du développement durable, voilà, et projets assez touchants, et puis de voir aussi que on a des sportifs qui rayonnent sur les territoires internationaux, donc voilà, que ce soit en mer, que ce soit sur terre, donc non, voilà, je suis vraiment en tout cas ravi de pouvoir échanger avec tous les différents lauréats et puis les gens qui ont été nominés ici. Surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que ça puisse donner un peu plus de lumière à la différence à l'école et contribuer à faire passer un message positif que je pense que tout le monde devrait avoir sa chance à l'école et une chance égale, même si une personne est un peu plus différente d'une autre. C'est la fin de cette hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'information dans la matinale. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.